Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de m'exprimer devant vous ce soir. Jacques, vous avez donné un titre extrêmement ambitieux à cette conférence. Vous avez dit un siècle de rupture de civilisation. C'est colossal comme sujet. Alors je serai quand même peut-être un petit peu plus modeste dans mon propos. Pour vous dire d'abord que la crise dans laquelle nous sommes entrés, effectivement, vous faisiez Jacques allusion il y a un instant à la crise financière, mais évidemment pas seulement une crise financière. C'est aussi une crise économique, dont nous n'avons pas commencé probablement avant le début du commencement des effets. Mais au-delà de cela, c'est une crise beaucoup plus profonde du système. Et le sujet qui est sur la table est celui de savoir comment nous en sortons. Autrement dit, est-ce que nous en sortons avec un nouveau modèle, qui c'est celui de la société du développement durable, ou est-ce que nous en sortons simplement avec un modèle ancien, réformé dans ce qui sera apparu comme étant à l'origine de ce que nous avons subi, mais sans transformation majeure. Ce que je crois très profondément, je vous dis avec un certain sérieux, c'est que si nous ne profitons pas de la crise de système dans laquelle nous sommes pour entrer réellement dans une société du développement durable, alors je serais franchement très inquiète pour la suite des événements, tout simplement parce que nous sommes en face, indépendamment des questions financières, d'un changement majeur et que probablement aucune génération n'a jamais eu à gérer. Nous sommes en face de 5 révolutions simultanées. Celle de la population, je vais assez vite puisque vous m'avez donné plus de demi-heure. Celle de la population, nous sommes 6,5 milliards d'êtres humains. Nous avons passé le cap du milliard à la fin du XIXe siècle. Lorsque je faisais mes études, nous étions 3 milliards 400 ou 500 millions de personnes. Nous serons 8 à 9 milliards en 2050. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2000 et 2010, il y a probablement eu 100 millions de naissances en moins que ce qu'on pouvait attendre. Donc c'est ce qui explique que nous ne serons probablement pas 10 ou 12 milliards de gens, mais 8 à 9, c'est déjà pas mal. Deuxièmement, le climat. Je ne m'étends pas sur le sujet, parce qu'il est assez bien connu maintenant. Simplement pour dire que les rapports après les rapports sont plus accablants les uns que les autres, et le dernier, c'est sorti il y a quelques jours, montrait que nous étions au-delà du scénario le plus pessimiste du GIEC. Le GIEC étant ce groupement de scientifiques qui réunit tous les spécialistes du climat de tous les pays du monde, et qui est divisé en 3 groupes, et dont le groupe 1 qui donne une analyse assez froide de ce qu'est l'évolution. Et par rapport au scénario le plus noir, puisqu'il y en a 5, donc par rapport au scénario le plus noir, nous sommes encore beaucoup plus mal. Nous sommes encore beaucoup plus mal parce que les pays industrialisés n'ont pas rempli les objectifs de Kyoto, qui était modeste, 5% de réduction en 2010 par rapport à 1990, et que les pays du Sud, qui n'avaient pas d'objectif, eux, ont explosé, si j'ose dire, leur évolution, la Chine étant devenue, ça a été annoncé hier ou avant-hier, le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète devant les États-Unis. Troisième révolution, les ressources. Ressources énergétiques fossiles, matières premières, en tout genre, qui ont été, pour toutes celles qui ne sont pas renouvelables, très largement utilisées, et la pression étant beaucoup plus forte que la démographie progressive. Là aussi, vous ne savez pas, vous savez tous ce qu'il en est, et si aujourd'hui, effectivement, on assiste à une baisse du prix du pétrole, lié à un ralentissement économique et lié aussi au fait que la spéculation s'est mise sur autre chose, tout simplement,
Il n'en demeure pas moins que nous savons très bien que le pétrole est condamné à terme. Alors, on peut discuter, savoir quand sera ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le moment où nous disposerons du maximum de ressources disponibles. Que c'était en 2007, est-ce que ce sera en 2010 ou en 2012, de toute façon, ça ne change pas vraiment. Quatrième domaine, la biodiversité. Nous sommes entrés dans la 6e extinction des espèces au niveau planétaire, ce qui pose un problème éthique, bien sûr, considérable, mais ce qui commence aussi à poser un problème économique majeur. Tout simplement parce que la biodiversité rend, enfin, les systèmes de biodiversité, les écosystèmes, rendent ce que l'on appelle des services. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est-à-dire que la pollinisation, c'est-à-dire que les mécanismes d'épuration des eaux humides rendent à l'humanité des services sans lesquels elle ne pourrait que difficilement vivre et de toute façon elle ne pourra plus produire. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos, mais qui est assez illustratif. En Caroline du Nord ou du Sud, l'été dernier, les agriculteurs qui avaient vu leur population d'abeilles se réduire de 50%, ont été mis devant le choix suivant: ou faire du miel, ou louer les services de leurs abeilles à leurs agriculteurs pour que les moulins soient spontanément pollinisés. Mais les deux ne pouvaient plus être faits, la population d'abeilles était faite. Et le choix qui a été fait, c'est celui de louer les abeilles aux producteurs de melons pour qu'ils puissent assurer leur production. C'est la première fois, je crois, que quelque chose de cet ordre se passe, mais ça montre bien que nous bénéficions de toute une série de services qui nous sont rendus gratuitement, qui diminuent et auxquels l'humanité est doublement confrontée, d'abord parce qu'elle ne peut pas faire à la place de la nature. Alors, ça veut pas dire qu'on ne pourra pas faire dans 5, 10, 20, 30 ans, enfin, aujourd'hui, on ne sait pas. Et deuxièmement, il faut savoir que les services de la nature sont évalués entre 2 et 4 fois le PNB mondial. Que donc nous perdons considérablement, y compris sur le plan économique, du fait de cette réduction massive de la biodiversité. Et je n'évoque évidemment pas les questions purement écologiques ou purement éthiques, qui sont évidemment essentielles sur ce sujet. J'en aurais terminé en évoquant le 5e sujet, la 5e résolution, qui est celle de l'impact des produits chimiques que nous avons utilisés au cours du XXe siècle, qui certes nous ont apporté beaucoup en termes de qualité de vie, de confort de vie, mais dont nous nous rendons compte aujourd'hui que leur incidence en termes sanitaires est probablement considérable, que ce soit au niveau des maladies ou que ce soit au niveau de la baisse de la fécondité humaine et de phénomènes de féminisation de la médecine. C'est ainsi que l'on observe en particulier aujourd'hui dans les rivières, il y a dans cette salle des pêcheurs, ils savent que l'on prend aujourd'hui beaucoup plus de poissons femelles que de poissons mâles, tout simplement parce que la dispersion des précurseurs hormonaux font qu'il y a une féminisation incontestable de la faune piscicole. Peut-être que les problèmes de stérilité humaine auxquels nous heurtons aujourd'hui ont une explication voisine. En tout cas, la fécondité humaine, alors vous allez dire c'est contradictoire avec l'augmentation de la démographie, oui et non. Oui et non, dans la mesure où c'est pas dans les mêmes zones, c'est-à-dire que les baisses de fécondité humaine sont essentiellement dans les domaines industrialisés, alors que la hausse de la démographie est essentiellement dans les pays du Sud. Aux États-Unis ou en Europe, vous avez une baisse de 50% de la fécondité humaine depuis 1945, c'est quand même absolument colossal. Et aujourd'hui, en Europe, 15% des couples sont des couples stériles, simplement. Donc voilà, les 5 enjeux, les 5 révolutions auxquelles nous sommes confrontés.